Et si je te raconte? Et si je te raconte? Et si je te raconte? Le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Dimanche sans fin, imaginée par un collectif composé de Maurizio Cattelan, Chiara Parisi et le pôle programmation, Anne Horvat, Zoé Stilpas, Sophie Bernal, Elia Biesinski, Laurine Picot, accompagnée de Martha Papinet. Nous sommes dimanche, vous êtes au Centre Pompidou-Metz. C'est une année d'anniversaire pour l'institution qui a ouvert il y a 15 ans. À ces 15 ans, Âge Miroir répond une exposition pléthorique qui repose sur un dialogue entre les collections du Musée national d'art moderne Centre Pompidou et l'œuvre d'un artiste incontournable de l'art contemporain qui porte un regard toujours acéré sur le monde, l'italien Maurizio Cattelan. Le tout a lieu dans la majorité des espaces de l'institution. Forum, grande nef, galerie 1 et son toit, transformé en jardin de sculpture, jardin sud et foyer, et ce, pour 2 ans. Près de 400 œuvres de la collection du Musée national d'art moderne, en pleine métamorphose, ont été collectées une par une et confèrent à cette exposition une approche multiple et de nombreuses dimensions. La première s'attache à questionner l'autorité même des œuvres d'art. Chefs-d'œuvre de l'art moderne côtoient ici objets magiques extra-occidentaux, curiosités naturelles, masques mortuaires, collections d'artistes, le tout en dialogue avec l'une des plus grandes réunions d'œuvres de Maurizio Cattelan, au nombre de 40. Elle questionne l'autorité du musée aussi. Il ne faut pas s'attendre à une exposition scandée par le rythme rassurant d'un ordre chronologique ou thématique. Quand on entre, il faut être prêt à un certain état de vertige. Les 27 sections forment une constellation éclatée autour des 26 lettres de l'alphabet, plus un doublon, le D de dimanche. Et chaque lettre répond à un thème. Le A est celui d'air de famille, le B de bat-toi, le C de conduis-moi sur la lune, etc. Toujours accompagné de textes écrits par Maurizio Cattelan. Des textes personnels parfois, des pensées sur le monde aussi. Tout est né parce qu'elle est née à l'ABCDR. Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz. Cattelan a voulu construire une plateforme de langage, ça c'est très conceptuel aussi. C'est une forme de langage commun sur lequel on pourra travailler parce qu'on est plusieurs à travailler sur cette exposition. Donc c'est une nouvelle façon aussi de faire l'exposition parce que t'as pas les catégories comme nature morte, paysage, peinture flamande, t'as jeu un autre, t'as zombification. Donc ici, plutôt c'est une autobiographie, un autre portrait raconté à travers des pièces de la collection. Cet autoportrait écrit collectivement est fragmenté et tente de répondre à la question complexe « Qui est Maurizio Cattelan ?» Nicolas ! Celui qu'on entend, c'est lui. Maurizio Cattelan qui, pour commencer, souhaite pour ce podcast que réponde à sa place et en son nom un ami croisé dans l'exposition. Est-ce que tu souhaites te présenter? Who are you, mister? Oh, I'm Nicolas Ballario. No. Cosa hai detto? Ah no, scusa, non ho capito niente. Non ho capito niente, si doveva fare... Che cretino che sono. Vabbè, sono un cretino. Vabbè, no. La bonne réponse était évidemment « Je suis Maurizio ». En fait, que ce soit dans ses œuvres ou dans sa façon de paraître au monde, Maurizio Cattelan n'arrête pas d'interroger. Et ce rapport au questionnement perpétuel s'illustre dans la grande nef et la section Dimanche. Section Dimanche. Celle qui a donné son nom à l'exposition et met en scène une titanomachie entre géants de l'art de la collection du MNAM et l'œuvre de Maurizio Cattelan. Viennent de Beaubourg, un ensemble de disques pis, anneaux de jade en Chine archaïque qu'on plaçait sur le torse des défunts pour symboliser l'infini et le passage de l'âme dans l'au-delà, un miro, d'étoiles de Myriam Khan, le tout à côté d'une œuvre de Maurizio Cattelan, un squelette géant de dinosaure, oui, mais qui, si l'on s'approche, révèle une seconde nature. C'est celui d'un Felis catus lineus, autrement connu sous le nom de chat domestique. Le petit nom de ce matou de 8 mètres de haut, Félix. Maurizio, il a choisi aussi des œuvres assez surprenantes dans la collection. Anne Horvat, responsable du pôle programmation. Donc évidemment, il y a les pièces auxquelles on s'attend, les grands chefs-d'œuvre, etc. Mais après, c'était aussi une réflexion sur la collection en tant que telle. Comment, en fait, est construite la collection du Centre Pompidou et ce dont on n'a pas l'habitude de voir. Et Félix, dans l'entrée, donc ce chat dinosaure complètement démesuré, présenté avec les disques pis, ça nous met tout de suite dans une sorte d'incertitude sur le lieu où on se trouve et dans une sorte de tension. En fait, je pense que les dialogues dans l'exposition, ils sont pas toujours illustratifs ou en totale harmonie. C'est-à-dire que les œuvres de la collection, elles viennent
dialoguer avec celles de Catalane, mais parfois elles se répondent sujet pour sujet, parfois elles viennent plus se contredire. Et c'était ça aussi qui était intéressant dans la scénographie. Si Félix est à l'entrée du parcours de l'exposition, c'est peut-être qu'il occupe une place symbolique importante. C'est un mélange de culture populaire et de réflexion sur l'institution, de sérieux et de spectaculaire. Bref, c'est une porte d'entrée dans les œuvres de Maurizio Cattelan et ses réflexions autour de cette exposition. Pour Maurizio, tous les Miriam Kahn, Delaunay, tout devient un Félix, tout devient un musée d'histoire naturelle. Tous ces tableaux-là, ils sont des grands dinosaures. Une des questions que se pose aussi Cattelan comme artiste, parce qu'il pense aussi à qu'est-ce qu'il va devenir sur l'œuvre de lui-même. Pourquoi on conserve toutes ces pièces? Tout est dans cette logique des croisements d'idées, et il y a toujours une idée qui est la plus profonde, qui est la plus universelle, qui touche tout le monde. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo din-don della... Alors pourquoi dimanche? Et pourquoi ce dimanche est sans fin, comme un infini fermé? Le dimanche n'est pas un jour ordinaire, et sa séparation tectonique d'avec les autres jours de la semaine ne date pas d'hier. Sous Constantin, premier empereur romain chrétien, le dimanche devient jour du Seigneur. Il sera chômé, familial, spirituel ou ne sera pas. Ainsi, d'abord lié à l'Église, il en est dissocié par son remplacement par le décadi, 10e jour de la décade révolutionnaire. Bourgeois au XIXe siècle, le dimanche devient bientôt une plage de repos au XXe siècle pour toutes les couches de la société. Comme en témoigne le tableau de Fernand Léger intitulé « Les loisirs », fresque colorée où 2 hommes endimanchés, complets 3 pièces, côtoient 2 femmes, court vêtues, pas loin de leurs enfants. Tout ce joli petit monde fait une pause bien méritée dans leur balade à vélo. Fernand Léger présente une toile assez importante dans la collection qui s'appelle Hommage à Louis David, Les loisirs. Et donc, il raconte en 1948 l'histoire du Front populaire, des congés payés, donc de cette libération des corps, des ouvriers, de la conquête du temps libre, et donc de tout ce qui est associé à ça aussi qui était intéressant dans la scénographie. Peut-être que si Maurizio Cattelan s'est attaché à cette journée du dimanche, jour de non-travail, c'est qu'il résonne avec sa propre relation au faire et à ce que serait le métier d'artiste. Je ne me suis jamais considéré comme un artiste. L'art était un passe-temps pendant longtemps. Maintenant, c'est un travail. J'aime l'art pour la liberté qu'il me donne, pour le statut que je n'ai jamais eu. Et tout ce que je faisais étant enfant, tout ce pourquoi j'étais puni, aujourd'hui, je suis récompensé pour ces mêmes choses. Donc c'est un monde inversé, oui. Ce à quoi il fait référence, ce sont peut-être ses premiers faits d'armes, ou ceux qu'on lui a attribués. On raconte que quand, adolescent, il travaillait dans la boutique de sa paroisse de Padoue, il avait été renvoyé parce qu'on l'avait accusé d'avoir dessiné des moustaches sur des figures religieuses. Padoue, c'est la ville où il est né un 21 septembre de l'année 1960. Son père est routier, sa mère femme de ménage. Pour gagner de l'argent, vendeur dans une boutique de bondieuserie n'est pas son seul petit boulot. Il sera aussi concierge, infirmier et travaillera même dans une morgue. Mais ce qu'il veut à tout prix, s'en échapper. Et ce qu'il trouve, le monde de l'art. Autodidacte, sans études artistiques et sans connexion familiale, il va alors se faire connaître en inversant les choses et les mécanismes. Il renverse les codes et par là même les interroge. En 2003, il ouvre la Wrong Gallery à New York, une galerie d'art minuscule, quelques centimètres à peine. Aujourd'hui installée au Centre Pompidou-Metz, sa porte est toujours condamnée. Pas de commerce possible, juste un dispositif qui singe le marché de l'art. Ce jeu sur l'impossibilité et sur l'inconfort que ses œuvres provoquent va devenir son modus operandi. Et ce, dès ce qu'il considère comme une de ses premières œuvres. Un baby-foot allongé limousine qui oppose 2 équipes de 11 joueurs. D'un côté des Italiens caucasiens, de l'autre des migrants issus d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, ce sont les équipes du Centre Pompidou-Metz qui affrontent les cuisiniers de son restaurant, signé Charles Coulombeau. 2 clans réunis ou opposés dans un jeu gai ou acerbe. Les œuvres de Cattelan portent toujours une contradiction.
Et ce sens de la contradiction se retrouve dans la récurrence de la figure de Catalan dans l'exposition, qui partout ne révèle en fait rien qu'un masque ou une persona. Section Je est un autre. Dans la section Je est un autre, plusieurs œuvres posent la question de la fragmentation du soi. Un autoportrait en facettes cubiste du futuriste Gino Severini, une œuvre post-pop de Jim Dine où l'artiste se représente successivement sous les traits de Pinocchio, d'un corbeau, d'un squelette, d'un spectre et de Mickey Mouse, des masques mortuaires, et notamment celui de Suzanne Valadon, clin d'œil à une exposition passée du Centre Pompidou-Metz, qui semble nous poser la question « Est-ce que toute œuvre n'est pas un autoportrait dont la visée est de battre la mort ?» La section Je est un autre, c'est une salle très explicite sur ce rapport à la mythologie personnelle. Elsa de Smet, responsable du pôle des publics et de l'action culturelle. Il y a le visage de Catalan qui plane un peu partout. On le voit dans Charlie, il y a un petit garçon qui se balade, on le voit presque dans le visage de sa mère aussi qui est dans le frigo. On le voit dans le Minimi, on le voit dans Spermini, c'est-à-dire ce visage comme ça qui se démultiplie. Donc c'est vraiment, est-ce que la figure que l'on donne est autre que nous? Est-ce qu'elle nous appartient à nous? Est-ce qu'on la maîtrise? Est-ce qu'on la donne? Est-ce qu'on en est dépossédé? Est-ce qu'on est dissocié parfois aussi de qui l'on est dans le regard des autres par rapport à la manière dont on se perçoit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble très important. C'est le problème avec moi, c'est vrai. Et avec mon travail. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques autoportraits qui sont liés à des thèmes. Cet exemple s'appelle Spermini. À l'époque, j'étais plutôt comme si je devais faire un portrait, si je devais me représenter comme d'autres artistes se sont imaginés eux-mêmes, comment le ferais-je? Avant cette œuvre, il y en avait une autre où j'avais sollicité la police. Ceux qui dessinent les portraits. Ce à quoi Catalan fait référence, c'est une de ses œuvres de 1992 où il avait déclaré le vol d'une œuvre d'art qui n'existait pas auprès de policiers. Il leur avait demandé de réaliser des portraits robots de lui-même à partir de descriptions faites par une cinquantaine d'amis sans préciser qu'il s'agissait d'une même personne. Peut-être une façon de dire qu'il n'est autre que toutes les images qu'on se fait de lui, ou une poupée russe de masques sous lesquels se trouvent d'autres masques. En tous les cas, il préfère toujours à l'autorité de la définition la liberté nichée au cœur du questionnement. Section C. Conduis-moi sur la Lune. À l'étage, dans la section Conduis-moi sur la Lune, un film est diffusé. Intitulé Rabbit's Moon, il montre des séquences tournées dans les années 50 où un Pierrot tout de blanc vêtu veut attraper la Lune dont il est éperdument amoureux, mais qu'il n'arrive jamais à saisir, alors qu'à côté, un arlequin se moque de lui. Poétique mélancolie et retour du masque. Philippe-Alain Michaud, conservateur au Musée national d'art moderne Centre Pompidou, chargé de la sélection des films de l'exposition, nous en parle. Eh bien évidemment penser au travail de Catalan sur les marionnettes, puisqu'en fait Pierrot de Kenneth Anger et les figures de la Commedia dell'arte donnent à voir cette transformation du corps en figure, qui est quelque chose qui est très présent dans le travail de Catalan. Mais il y a aussi un travail sur le grotesque, le masque relevant de cette tradition, de ce versant comique de l'histoire de la littérature, de l'histoire de l'art, qui a été probablement refoulé au profit d'une version mélancolico-tragique de la figure de l'artiste. Et peut-être, dans le travail de Catalan, il y a quelque chose comme ça qui ressurgit, qui est la comédie, qui n'est pas moins violente, cruelle, destructrice que la tragédie. Section D. Le début de la guerre restera secret. Mais si les œuvres de Maurizio Cattelan sont teintées d'humour, elles entretiennent également un rapport intime à la tragédie. Et après avoir montré sa lumière, le dimanche revêt les habits du drame. Ce jour de flânerie est aussi celui où aux États-Unis sont vendus le plus d'armes. Il y a l'une des salles assez vastes de l'exposition qui met en dialogue Sunday, qui est une œuvre assez récente de Cattelan qui date de 2024, qui est constituée d'un ensemble de panneaux dorés dont on s'aperçoit assez vite en fait qu'ils ont été perforés par des dizaines d'impacts de balles. Et cette pièce, elle dialogue avec une pièce historique de la collection qui date de 1995 de Shenzhen, qu'il a créée pour les 50 ans de l'ONU. Et c'est une immense table circulaire autour de laquelle il y a des chaises qui viennent de tous les continents et qui est vraiment une sorte de métaphore
du dialogue, de l'harmonie entre les peuples, dont on s'aperçoit très vite que la communication est impossible parce que les chaises sont inaccessibles. Et cette tension latente, on la retrouve dans les natures mortes autour de l'œuvre, dans cette même salle, notamment Braque et Derain, qui là, en l'occurrence, racontent un moment charnière dans l'histoire du XXe siècle, puisqu'elles ont été peintes entre 1938 et 1939, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Peu de commentateurs notent la relation de l'œuvre de Catalan à l'histoire, et pourtant il s'adresse toujours à la mémoire collective. Peu connu est aussi son rapport à la littérature, et pourtant, lecteur de Dante, il l'est aussi de Céline. Et la mort, quant à elle, plane souvent au-dessus de son travail. Alors que le protagoniste du roman de Céline finit sa vie en travaillant dans un hôpital psychiatrique... Texte de la section V, Voyage au bout de la nuit, Maurizio Cattelan. J'ai commencé ma carrière en milieu hospitalier, d'abord en soins intensifs, puis à la morgue. Paradoxalement, les soins intensifs sont bien plus angoissants que la morgue. De cette comparaison, j'ai appris que lorsqu'on travaille avec les vivants, on ne peut pas se laisser envahir par la mauvaise humeur. Il faut être bien plus attentif aux personnes que lorsqu'on travaille à la morgue. C'est peut-être pour cela que je crois que la vie doit être prise bien plus au sérieux que la mort. Dans la section Voyage au bout de la nuit, une seule œuvre. Une fresque monumentale intitulée Faser, Père, de Maurizio Cattelan, évoque la lamentation sur le Christ mort du peintre de la Renaissance Andrea Mantegna. Faser était initialement installé sur le mur de la prison pour femmes de l'île de la Giudecca à Venise. Dans cette exposition, il y a vraiment la figure paternelle qui est importante. Il y a la présence de cette fresque Faser qui avait été faite pour l'exposition du pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise en 2024. C'est une grande fresque faite au graphite où on voit qui nous font face 2 pieds d'un gisant ou d'une personne dont le corps serait épuisé, ces pieds qui portent stigmates peut-être du Christ ou stigmates de la vie tout court et du poids de ce corps qu'il faut porter qui à un moment donné fatigue. On avait envie de continuer à s'occuper, à se confronter à la grande douleur qui est dans l'impossibilité d'être libre. C'est un énorme questionnement qu'on a voulu poser, que lui pose aussi. Donc, que les choses qu'on ne peut pas les nommer, on les présente à travers un travail artistique, à travers une œuvre, mais là on a voulu poser à travers l'écriture et à travers la voix des détenus. Dans les salles à Metz, des livrets contiennent des textes écrits par les détenus de la prison pour femmes de l'île de la Giudecca quand des prisonniers du centre pénitentiaire de Metz font des visites guidées. L'un des écrits est signé Giulia Boskin. Même ghetto, même toit, même lit de fer, même doigt sans bague, même barreau rouillé, même porte sans issue, même aube, même crépuscule, même jour que je ne compte plus, même cœur couleur charbon, peu d'eau et trop de soif, même vie condamnée, même âme damnée, même page arrachée, même voix brisée, même vie pendue à un drap blanc, mouillée par la neige, salie par la boue, même cellule, même frontière, une porte incorruptible pour ainsi dire, même cage, même prison. Trop de cages, aucun nom. Même chaînes aux mains, même saison des ouragans. La mort est aussi présente au sein d'une œuvre faite communément par Maurizio Cattelan et l'artiste italien né en 1933, Michelangelo Pistoletto, figure paternelle pour l'artiste et décisive dans son parcours. On retrouve Pistoletto et on sait aussi, parmi les histoires un peu légendaires qui entourent Maurizio Cattelan, en fait il est interpellé en passant devant une galerie par une œuvre qui est faite de miroirs. Il pousse la porte de cette galerie et il tombe devant le travail de Pistoletto qui sera un très fort marqueur pour lui. Pistoletto qui par ailleurs fait quand même une œuvre qui reprend l'image fixe et en 2 dimensions sur un miroir qui fait sa marque de fabrique à lui, la reproduction d'une œuvre de Cattelan. Ce que cette œuvre miroitante de Michelangelo Pistoletto reproduit sous forme de photographie en partie supérieure, c'est une installation de Cattelan de 2004 qui était constituée de 3 reproductions hyper réalistes d'enfants pendus aux branches d'un arbre sur une place de Milan. Suite au tollé provoqué par la population milanaise, l'œuvre avait dû être désinstallée. Pistoletto m'a demandé s'il pouvait utiliser la reproduction de cette œuvre pour une des siennes, puisque cette œuvre n'avait pas été exposée très longtemps. Car, pour être honnête, ce n'était pas une œuvre si agréable à voir. Même s'il s'agissait de marionnettes, elle était située dans un espace public.
Quand on présente des œuvres dans l'espace public, on se confronte au public général avec des sensibilités différentes. Déjà, dans un musée, ce serait discutable, mais à l'extérieur, c'était... Quand j'ai fini d'installer l'œuvre, je me suis dit, oh mon Dieu, peut-être que je suis allé trop loin. Duchamp. 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 Outre Pistoletto, la paternité artistique s'exprime de manière encore plus flagrante dans la relation intime qui est tissée avec Marcel Duchamp. La banane scotchée de Catalan au mur dans la foire Art Basel Miami est un ready-made poussé à la caricature. Au Centre Pompidou-Metz, Duchamp est présent sous forme spectrale à travers sa table d'échecs acquise récemment par le Centre Pompidou parisien. Et celle-ci est mise en miroir avec un échiquier de Catalan dont le titre est Good versus Evil et où sont opposés sous forme de figurines en porcelaine les bons et les méchants. On y trouve Mère Teresa, Che Guevara, Cruella ou encore Gandhi. L'un des prix exceptionnels dans l'exposition, c'est la table d'échecs de Marcel Duchamp qui vient de rejoindre la collection du Centre Pompidou. Nous, on aborde les échecs de manière un peu métaphorique dans l'exposition, comme un jeu aussi de séduction, de conquête, de stratégie dans l'histoire, de manière plus ou moins tragique au XXe siècle, mais aussi dans les relations amicales, amoureuses. Et Catalan, il se trouve qu'il a fait aussi une œuvre directement plus qu'inspirée par les échecs, qui est vraiment un plateau d'échecs où les méchants affrontent les bons, avec toujours plusieurs niveaux de lecture, parce que certains personnages pourraient peut-être se retrouver dans l'autre catégorie, et puis un personnage qui apparaît jeune et vieux de chaque côté du plateau. C'est Freud. Il est situé des deux côtés, le bon et le mauvais. What is your relationship with Freud? Je veux dire, quelle est notre relation à nous-mêmes? Ça dépend à quel point on sait en savoir sur nous-mêmes, à quel point on se cache. Je ne sais pas, je pense que Freud a peut-être ouvert la boîte de Pandore. Ce miroir entre les œuvres, ces échos cognitifs, affectifs, font du musée un lieu borgésien de connexion infinie. Et cet aspect s'exprime particulièrement dans la section Odyssée. Un ensemble mythique du Centre Georges Pompidou, qui n'avait jamais jusqu'aujourd'hui quitté ces espaces, représente plus qu'aucun autre la tentative même d'exposition par métonymie. Le mur de l'atelier André Breton. À mi-chemin entre l'archive, le paysage imaginaire, l'autoportrait et le manifeste, il est constitué de plus de 255 objets qui viennent d'Océanie, de la Mésoamérique précolombienne, d'Amérique du Nord, de curiosités naturelles, et il est couronné par des œuvres de Picabia, Miro et de Gotex, sorte d'histoire accélérée du surréalisme. La conservatrice au Centre Pompidou, Aurélie Verdier, a passé des années à en étudier chaque détail. Ce qu'on appelle le mur breton au Centre Pompidou, en fait, est un pan de mur de l'atelier du poète et fondateur du surréalisme André Breton. Son atelier qui se situait 42 rue Fontaine, tout près de la Place Blanche, et qu'il a habité de 1922 à sa mort en 1966. Toute sa vie durant, André Breton collectionnait les objets les plus disparates. Et c'est ça qui fait l'identité de l'atelier, c'est que c'est véritablement une sorte de chambre des merveilles modernes qui expose sans discrimination, sans hiérarchie, mais au contraire de manière totalement poétique, analogique, les objets les plus différents. Donc, au lieu, en effet, de penser des liens formels, qui n'est pas le propos de Breton, l'idée, c'est que c'est vraiment une collection d'affects, en fait, pour Breton. C'est la création de cette étincelle poétique qui advient, cet œil à l'état sauvage, comme il va le dire. Sur le mur d'à côté, et en réponse à cette idée archéologique, le bas-relief antique de Gradiva, issu des collections du Vatican, trône silencieusement sur un mur rouge à l'encaustique. Il représente une jeune femme marchant de profil avec grâce. Gradiva était un objet d'obsession pour Sigmund Freud, qu'il avait découverte dans la nouvelle éponyme du romancier allemand Wilhelm Jensen, dans lequel son personnage principal, un jeune archéologue, sait prendre la jeune femme Gradiva du bas-relief antique. En fait, à travers elle, il reconstruisait son amour d'enfance refoulé. Alors, archéologie du désir, fragments et indices, dont il faut réanimer le sens en permanence, tout ici résonne avec le mur breton et ce que les objets recèlent de cryptes et de mystères.
Donc Gradiva, pourquoi? Parce qu'on aime les types d'expositions qui ont toujours des intrusions avec l'archéologie ou l'art moderne, vraiment moderne, la Renaissance. On adore des choses merveilleuses et qui dialoguent parfaitement. Et Gradiva, là, c'est vraiment un hommage à la collection du Centre Pompidou. Avec Gradiva, nous avons voulu dire que la collection du 20e, comme celle du Centre Pompidou, est une collection qui a nourri toute forme de créativité ou de création. Donc il y a des artistes, des figures comme Freud et tout. C'est vraiment une source inspirante profonde. C'est une histoire importante pour nous, en plus que la beauté, cette beauté psychanalytique de ces bas-reliefs qu'elle est sublime. Cette odyssée a sans doute à voir avec les infinies relations intimes, amoureuses presque, entre les œuvres d'art. Et secrètement, avec le titre de l'exposition « Dimanche sans fin ». Pour cette exposition, et je l'écris, et Maurizio a été très touché par ça. J'ai dit, c'est une exposition que j'aimerais beaucoup que les gens tombent amoureuses. Ils tombent amoureuses dans les salles d'exposition. Parce qu'il y a cette côté fascinant des œuvres, des mots, des bains, d'une certaine lumière et tout. J'ai dit, j'aimerais beaucoup ça. Parce qu'en italien, dimanche sans fin, c'est positif. Dimanche sans fin, c'est une déclaration d'amour, on dit. Je t'aime sans fin, je t'aime pour toujours, je t'aime toute la vie. Ça, c'est une déclaration d'amour. C'est un dimanche sans fin. C'est la chose la plus belle qui te peut arriver. Quand on rencontre quelqu'un, le premier réflexe est de garder cette personne à distance. Texte de Maurizio Cattelan, section N, amitié, séduction, amour, mariage. Ce n'est pas de la haine, mais un réflexe de protection, surtout quand on a été blessé. Avec le temps, on parvient à se détendre, à accorder sa confiance, et l'on réalise que l'on aimerait que cette personne devienne une amie. Puis vient l'envie d'aller plus loin, de la séduire, et inévitablement, on tombe amoureux. Tout recommence à zéro trop tôt, avant que tu ne puisses parler de mariage. You got your podcast. Mes remerciements pour cet épisode vont à Maurizio Cattelan, à l'équipe du Centre Pompidou-Metz, sa directrice Chiara Parisi, la responsable du pôle programmation Anne Horvat, la responsable du pôle des publics et de l'action culturelle Elsa De Smet. Lecture Louis Daboussi, doublage Kelem Cole, écriture et réalisation Jeanne Dreyfus Daboussi, production et éditorialisation Elsa De Smet.